Bonjour à tous, très heureuse de vous accompagner pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin. Vincent Martini est notre invité aujourd'hui, politologue, professeur de sciences politiques à l'université Côte d'Azur à Nice et à l'école polytechnique. Il est né et a grandi sur l'île de la Réunion. Avec lui, retour sur les thèmes de la semaine, à commencer par la vocation des maires. Nous sommes à 3 mois des élections municipales. Les candidats seront-ils au rendez-vous partout dans l'Hexagone comme en Outre-mer? Pas si sûr. Crise des vocations, doutes, surcharge de travail, on y revient. Madagascar recherche son nouveau président. Nous sommes retournés sur cette île de l'océan Indien 2 mois après le soulèvement populaire qui a découlé sur l'exfiltration d'Andry Rajoelina. Le nouvel homme fort du pays vient de lancer une consultation populaire. Nous sommes interrogés sur la place de la parole citoyenne, justement. Et puis ce dimanche, cela fera 1 an que le cyclone Chido est passé sur Mayotte, phénomène dévastateur. Sur place, rien n'est véritablement réglé. Et pour adapter au mieux les nécessaires politiques publiques, eh bien, un recensement de la population a été lancé fin novembre. On y fera escale dans un instant. Bonjour Vincent Martini. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes né et avez grandi sur l'île de la Réunion. Que représente cette île à vos yeux ? L'île de la Réunion, c'est mon île de cœur. Moi, je suis un enfant d'immigrés. Je suis immigré de parents issus de l'Hexagone qui, en la fin des années 60, se sont installés à la Réunion et ont passé tout le reste de leur vie d'adulte. Et donc, j'ai grandi, je suis né dans cette île. J'ai grandi dans 2 langues, en français et en créole. Et aujourd'hui, comme beaucoup de compatriotes d'outre-mer, je suis venu dans l'Hexagone quand j'avais 18 ans, après mon baccalauréat, pour pouvoir ensuite entamer mes études supérieures. Mais je garde un lien très fort, évidemment, avec mon île. Je retourne très souvent là-bas et puis j'essaye de travailler dans mes thématiques de recherche en lien avec des questions notamment d'identité culturelle, qui sont des enjeux très forts dans les Outre-mer en général, à La Réunion en particulier. Donc évidemment, tout ce qui concerne les Outre-mer et La Réunion sont jamais trop éloignés et de mon cœur et de mon cerveau. Alors, ce n'est jamais trop éloigné et vous êtes un habitué des plateaux télé. Vous avez l'habitude de décortiquer la vie politique nationale, beaucoup moins de parler des Outre-mer, en tout cas de façon grand public. Est-ce que vous diriez qu'il y a un déficit de visibilité des Outre-mer dans les médias nationaux ? Alors oui, c'est une évidence. Heureusement qu'il y a des espaces comme le vôtre qui s'ouvrent pour que des experts puissent travailler, discuter de la réalité de ce que vivent aujourd'hui les Français qui vivent dans ces départements régions d'outre-mer. Depuis la disparition de François, évidemment, il y a tout un espace qui a disparu. Mais je crois aussi qu'il y a toute une série de chercheurs qui existent et qui sont en train d'émerger, mais qui doivent encore avoir des espaces de visibilité pour parler de ces questions. Encore une fois, pendant très longtemps, vous savez, dans ma discipline, la science politique, on disait que les Outre-mer, c'était vraiment une question périphérique. Je pense qu'il y avait une double peine, d'une certaine manière, pour les Outre-mer. Non seulement nous étions loin, mais en plus, on considérait que les sujets de recherche qui les concernaient étaient des sujets secondaires. Je crois que ça a changé maintenant depuis une quinzaine d'années. Et je me réjouis de voir toute une génération de jeunes chercheurs qui sont pas seulement issus des Outre-mer, mais aussi, et qui s'intéressent à ces questions, parce que, on va le voir dans cette émission, les Outre-mer sont, à mon avis, au centre de la mondialisation, et que de régions ultra-périphériques telles qu'elles ont été présentées pendant très longtemps, elles sont maintenant au cœur du bouillonnement qu'est la mondialisation aujourd'hui. En tout cas, c'est une de mes convictions très profondes. Effectivement, et c'est ce qu'on démontre chaque jour dans C'est pas si loin. On va rentrer dans le vif du sujet, Vincent Martini. Dans 3 mois, nous sommes donc appelés aux urnes afin d'élire les maires de nos villes et communes. Alors, les candidats seront-ils suffisamment nombreux ? La question se pose évidemment. Face aux agressions et aux incessants millefeuilles administratifs, le doute s'installe de plus en plus dans l'Hexagone comme en Outre-mer. Regardez l'extrait de notre reportage diffusé cette semaine. Pour l'élu, la fonction de maire diffère selon les territoires, qu'ils soient ultramarins ou hexagonaux. Mais évidemment, les communes d'outre-mer ne peuvent pas être gérées comme les autres. La vraie grande différence, c'est l'isolement. Ça, c'est la vraie différence. C'est que nous, on est à 11 000 km. J'ai une machine qui tombe en panne, c'est des mois avant que je puisse se réparer. Parce que la pièce viendra par bateau. Si vous êtes dans l'Hexagone, c'est la ville d'à côté et vous réparez tout de suite. Et derrière, c'est la satisfaction de vos concitoyens. Quand nous, une entreprise, elle travaille pour un potentiel de 860 000 habitants, pas 65 millions d'habitants. Très clairement, on n'est jamais bien compris par l'Hexagone. Vraiment, je le dis de façon très objective. Il faut changer ses lunettes quand on vient à La Réunion, en Guyane ou ailleurs. Il faut changer ses lunettes, il faut laver son cerveau. Et il faut venir avec d'autres références, d'autres critères de compréhension, pas avec que le modèle européen. Ça ne marche pas.
Et c'est vrai que cette semaine, Vincent Martini, on a entendu donc Erika Bareitz, maire de Saint-Denis à La Réunion, on a entendu des maires de Martinique, de Nouvelle-Calédonie, et tous nous parlaient du fait que ce soit particulièrement compliqué. L'insularité complique les choses. On sait que selon la formule consacrée, les maires sont élus à portée de baffe. Est-ce que c'est tout particulièrement vrai outre-mer ? Alors, encore une fois, la situation des maires outre-mer, elle est la même à certains égards que l'ensemble des maires dans l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler une forme de grande démission des maires. Il y a eu plus de 1300 maires qui ont démissionné en cours de mandat dans le mandat précédent. Oui. D'abord parce que c'est une fonction extrêmement difficile, c'est une fonction qui est mal rémunérée. Beaucoup de maires demandent un statut de l'élu au niveau national, c'est-à-dire qui permettrait de protéger les maires, parce que contrairement aux élus nationaux qui sont vécus comme des gens qui ont des rémunérations plus importantes, il faut savoir qu'hormis dans les très grandes villes, le maire connaît une rémunération, plutôt une indemnisation qui est relativement modeste et qui fait que, bien déjà, on peut vivre avec, mais on ne prépare pas l'avenir en étant maire. Deuxièmement, quand on est maire, on travaille énormément au service de ses concitoyens, et vous l'avez dit tout à l'heure, on est à portée de baffe selon la formule consacrée, c'est-à-dire que être maire n'importe où, c'est être en permanence dans un dialogue avec ses concitoyens qui peuvent vous reprocher de ne pas faire assez, vous demander un service, un logement, un travail, etc., etc. Alors, cette situation qui existe partout, elle est particulièrement évidente dans les Outre-mer. Je le dis d'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que les structures traditionnelles, ils sont beaucoup plus fortes. Donc le maire, c'est aussi celui qui est l'acteur politique, encore plus que dans l'Hexagone, le plus proche des concitoyens des départements d'outre-mer, parce qu'ils peuvent voir leur député, mais le député, maintenant qu'il est en interdiction de cumul des mandats, est plus éloigné d'eux. Je ne parle pas des élus nationaux qui parfois sont, comme dans le cas de La Réunion, à 10 ou 11 000 kilomètres de leur territoire. Deuxièmement, parce que, comme l'a dit Erika Bareitz, il y a des sujets d'approvisionnement, des sujets de délai. Vous savez, le maire, c'est celui qui délivre. La logistique concrète. La logistique concrète est très importante, c'est-à-dire que la logistique, elle n'est pas du tout de la même nature, comme l'a rappelé Erika Bareitz dans votre sujet, dans l'Hexagone et Outre-mer. Outre-mer, entre le moment où vous dites « on va faire ça », et où ça se réalise, eh bien, il y a du temps. Alors, il y a du temps partout, évidemment, mais ce temps, les délais sont allongés dans ces territoires, ce qui rend les choses plus compliquées. Est-ce que vous diriez que la situation s'est compliquée ces 10-20 dernières années ? Est-ce qu'il est plus difficile encore d'être maire aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Alors oui, probablement, parce que les politiques publiques se sont complexifiées. Encore une fois, les réglementations sont plus importantes. Il y a une série de réglementations à la fois locales, nationales et européennes qui sont nouvelles et qui contraignent le travail du maire. Il y a une trentaine d'années, c'est vrai de toute l'action publique en général, il était plus simple d'être un élu en général et un maire en particulier. Encore une fois, il faut se souvenir que les maires n'ont pas de formation spécifique. À la limite, c'est ça, et vous avez d'ailleurs souvent plaidé en faveur d'une meilleure formation. Absolument. Outre-mer, c'est un enjeu majeur. Oui. La formation des élus, c'est un enjeu absolument considérable. Je sais qu'au département de La Réunion, ils essayent de mettre en place un institut de formation des élus locaux pour permettre à des élus qui sont parfois, encore une fois, sans formation préalable, qui sont issus de la société civile, ce qui est une bonne nouvelle démocratique, et bien quand même d'être au niveau, parce qu'on leur demande à la fois de parler en public, de connaître les textes, ça veut dire qu'il leur manque quoi ? Il leur manque des compétences ? Qu'est-ce qu'il leur manque concrètement ? Il manque plusieurs choses. D'abord, il manque la capacité à entretenir un réseau au niveau national, parce qu'encore une fois, on n'est pas maire dans son coin, on est maire à la fois dans son territoire, mais on est aussi maire en lien avec des territoires qui partagent les mêmes problématiques, dans l'Hexagone et dans les autres départements, régions d'outre-mer. Ça prend du temps, il faut pouvoir se déplacer, il faut aussi avoir un réseau de gens. Et quand vous êtes un nouveau maire, ça met du temps. Deuxièmement, il faut connaître un peu le droit public, le droit des marchés publics, le droit administratif, qui sont des enjeux majeurs. Si vous n'y connaissez rien, quand vous êtes maire, vous êtes parfois pénalement responsable, personnellement, sur des fautes qui pourraient être entreprises sur votre territoire. Et des fois, les choses peuvent être vécues comme des injustices par des maires qui disent « mais moi, j'arrive, je découvre et on me met en situation de danger ». Donc là, à mon avis, il y a une formation très bienvenue, mais il y a aussi une formation pas seulement sur le métier de maire, mais aussi dans toute l'équipe municipale. Pour que le maire puisse se reposer sur ses adjoints, il faut que ces adjoints eux-mêmes soient formés. Et on le sait, dans les départements petits comme les nôtres, eh bien, la constitution d'une équipe, elle ne va pas de soi. Vous n'avez pas forcément des vieux politiciens qui, comme ailleurs ou dans des grandes villes de l'Hexagone, pourraient, encore une fois, être là, à disposition et servir d'une équipe à une autre. Dans un territoire plus exigu, plus difficile, où on peut trouver des compétences plus difficilement, eh bien, c'est un enjeu absolument majeur. Donc la formation des élus, oui, c'est vraiment pour ça que je plaide, et je crois que je ne suis pas le seul, les élus locaux en général le demandent, et c'est là où, à mon avis, où l'État, mais aussi les départements, les régions peuvent aider les maires à faire un meilleur travail. Et comment peut-être inciter les candidats à se mobiliser ? On sait que dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut désormais une liste paritaire. On l'a vu, par endroits, il est difficile de mobiliser les femmes, notamment. Sur quel levier actionner ? C'est assez difficile parce que, comme vous l'avez rappelé, et il faut peut-être s'en souvenir, 90% des communes en France ont moins de 2500 habitants.
c'est-à-dire c'est l'immense majorité, ce sont des petites communes. Le maire, c'est quelqu'un qui gère une toute petite communauté de gens, avec des problèmes qui sont souvent liés aux communes d'à côté, puisque aujourd'hui il y a de nouvelles leviers, les intercommunalités, les métropoles, lorsque vous êtes dans des espaces plus importants ou dans la périphérie d'une grande ville, eh bien fait que c'est parfois difficile de mobiliser des listes citoyennes. Ce qu'on peut dire, évidemment, il faut mobiliser d'abord les maires en aidant à leur formation. Il y a des instituts, je pense Oui. au Collège citoyen de France, par exemple, qui est une association à but non lucratif, dont le but est de former des gens qui souhaitent s'engager en politique, qui existe au niveau national. Je souhaite que ce genre d'initiative naisse aussi dans nos départements et dans nos régions. On s'est aussi posé une question cette semaine, Vincent Martini. Que devient Madagascar depuis le soulèvement populaire qui, mi-octobre, poussait le président Andry Rajoelina vers la sortie? Dans la foulée, prise du pouvoir par l'armée, l'homme fort sur place s'appelle désormais Mikael Randrianirina. Sa mission, organiser une élection présidentielle. Mais alors, quelle place pour la Gen Z à l'origine du mouvement de contestation? Extrait. Plus de 2 mois après les premières manifestations pour la justice sociale et contre la corruption, la capitale Antananarive a retrouvé une apparence de normalité. Un nouveau président a prêté serment le 17 octobre. Le colonel Mikael Randrianirina promet une refondation de l'État et des élections. Nouveau gouvernement, poursuites judiciaires contre des personnalités du régime précédent, les premières mesures politiques ont aussi été les premières déceptions pour la Gen Z. La militante des droits civils Mbolatiana Raveloa-Rimissa avait accompagné les Gen Z. Dès la nomination du Premier ministre, il y a eu cette désillusion parce que même si les jeunes ont souhaité, se sont battus pour qu'il y ait changement de système et changement de personnes, on a vu que beaucoup de ceux qui étaient anciens et qui ont fait beaucoup de mal à Madagascar sont revenus. Bon, la peur de la Gen Z est tout à fait claire. Elle a peur que ce soit bis repetita. Avec cette révolte, on est bien loin du cliché des gens pauvres, des gens pas éduqués et qui ne se mobilisent pas, qui ne se révoltent pas, n'est-ce pas? Oui, ce qui est très intéressant dans ce qui se joue dans les mouvements de la Gen Z à Madagascar, mais on aurait aussi pu parler du Maroc, même si ce n'est pas le sujet de votre émission, c'est qu'on assiste à une mondialisation des mouvements sociaux. Jusqu'à présent, les mouvements sociaux, notamment de jeunesse, étaient réservés aux pays développés, aux pays du Nord. C'était les 99% aux États-Unis, Occupy Wall Street, en France, Nuit debout, c'est-à-dire des jeunesses qui sont éduquées, de classe moyenne, et qui s'insurgent contre une situation qu'ils jugent au détriment de leurs intérêts. Mais ce qui est très intéressant, je crois, dans ce mouvement, et qui nous questionne, tous ceux qui s'intéressent à la politique, c'est à quel point nous sommes dans un monde mondialisé, au sens où aujourd'hui, ce sont ces pays du Sud qu'on croyait encore une fois à l'écart de cette mondialisation, qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à leur prise de conscience qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il y a d'autres réalités que celles qui existent dans leur pays, qui se révoltent et qui demandent justice pour les générations futures. Et c'est vrai que ça se passe à Madagascar, ça se passe au Maroc, ça se passe au Népal. Est-ce que pour autant, il y a réellement là de quoi déstabiliser les élites, des élites souvent corrompues d'ailleurs? Est-ce qu'il y a de quoi déstabiliser? C'est toujours très difficile à dire. Vous savez, au départ, les révolutions arabes en 2011 se sont lancées sur des mouvements de jeunesse. Oui. Combien il y a eu de réformes avortées avant qu'une mène à une révolution? Et même une révolution, elle est fragile. On sait, nous, que les phénomènes de démocratisation, c'est des phénomènes très complexes qui prennent beaucoup de temps. Ce qu'on sait, c'est que la Gen Z est en train de semer des graines. Oui. Et que même si à court terme, ça ne débouche pas, il faut se dire que ça ne laissera pas, en tout cas, complètement indifférent le système politique. Il va devoir s'adapter à cette situation. On le voit au Maroc et j'espère demain à Madagascar. On va partir chez vous, Vincent Martini. On va partir à La Réunion, découvrir une infrastructure unique en son genre, un data center d'immenses serveurs de stockage de données. Objectif, permettre à l'île de l'océan Indien de devenir hub numérique dans la région. On en parle juste après. Regardez, c'est un reportage de Dounia Jadfar et Aurélie Constant. On fonctionne H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais toute notre ingénierie est pensée pour ne jamais s'arrêter. Et à La Réunion, c'est la seule infrastructure de ce type. Dans ce bâtiment de plus de 700 mètres carrés se trouvent plusieurs dizaines de serveurs qui ont pour rôle principal de stocker et de faire circuler rapidement des données. Sa particularité, un haut niveau de sécurité. C'est donc un bâtiment dédié à l'hébergement d'infrastructures informatiques. Ce bâtiment va être sécurisé de manière physique, donc avec du contrôle d'accès pour éviter des intrusions. Il va être aussi sécurisé en termes de production énergétique, c'est-à-dire qu'il faut pallier à des coupures électriques. Donc on a tout un système de redondance nous permettant de produire notre propre énergie, et aussi sécurisé en termes de production de froid. Donc pareil, on a tout un système de redondance de matériel qui nous permettent de produire en permanence du froid, même en cas de panne.
Une infrastructure à 10 millions d'euros qui se veut être un outil stratégique pour le développement des entreprises locales. Jean-Benoît Poncet est le gérant d'une entreprise de stockage de données et de cybersécurité. Il est l'un des premiers à avoir collaboré avec le data center. Le data center, c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est le lieu où seront stockées les données. On a des besoins qui évoluent. On a parlé de villes connectées, on a parlé d'intelligence artificielle. Donc, ce sont des infrastructures spécifiques pour ça, mais ce sont des besoins qui vont cesser d'augmenter. La Réunion est aujourd'hui l'un des départements d'outre-mer les mieux connectés. 94% du territoire est couvert en fibre optique. Mais le temps de latence reste supérieur à celui de l'Hexagone, faute de serveurs locaux. L'arrivée du data center doit permettre de réduire ce décalage en rapprochant les serveurs des usagers. C'est un outil qui va devenir crucial, ça sécurise tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui vont profiter de cet environnement. La priorité, c'est d'ouvrir Omega Data Center à l'écosystème réunionnais et après, ensuite, de l'ouvrir à l'international. C'est ce qu'on est en train de faire. Je dirais qu'on est entre 6 ou 7 pays, sociétés basées dans des pays étrangers qui nous ont contactés depuis qu'on a ouvert, donc depuis 1 an. Beaucoup dans l'océan Indien quand même, que ce soit Afrique du Sud, Maurice, quelques-unes dans le pays d'Asie et quelques-unes basées en Europe. Comme tout développement économique, on est dans un monde qui bouge, donc forcément, entendre parler de la Réunion à l'international, ça peut attirer des investisseurs, ça va développer notre territoire, c'est un cercle vertueux. Plus on attire de gens, plus le territoire est périn, plus c'est bon pour l'économie réunionnaise. Et s'il faut remonter le temps, clairement, l'arrivée d'Internet sur l'île de la Réunion, ça a été une révolution. Ça a sorti l'île de son isolement, y compris régional. Comment se traduit ce rayonnement, finalement, cette connexion au monde ? Pour moi, je peux vous raconter une anecdote personnelle. J'ai grandi à La Réunion dans les années 90. J'étais au lycée au milieu des années 90. Pour nous, La Réunion, on se vivait vraiment comme un territoire ultra périphérique, loin de toutes les cartes du monde. Contrairement aux Antillais, par exemple, qui avaient la chance d'avoir toute une série d'îles autour d'eux, nous étions quasiment seuls. L'île Maurice était à quelques centaines de kilomètres, Madagascar, mais qui sont des îles très différentes en termes de problématiques de développement, des problématiques politiques, vous l'avez montré dans le sujet précédent. Donc notre enjeu, c'était vraiment un enjeu de connexion à notre environnement. Mon premier mémoire de recherche était sur la coopération régionale outre-mer. Et on voyait bien dans la comparaison entre les Antilles et nous que nous étions défavorisés. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est, je crois, beaucoup plus pleinement intégrée, en tout cas dans un espace mental. Je ne sais pas si la coopération a beaucoup progressé, mais en revanche, l'espace des représentations, je crois que là, il y a une transformation de la jeunesse réunionnaise et de l'écosystème réunionnais qui se pense beaucoup plus en lien avec l'Inde, avec la Chine, comme en témoigne d'ailleurs comment l'activisme de ces pays pour garder un lien non seulement avec les communautés qui ont émigré de ces pays pour se rendre à La Réunion à la fin du 19e siècle, mais aussi avec l'ensemble de la population réunionnaise. C'est un changement de paradigme. Il y a le sentiment que, moins qu'avant, La Réunion est une île qui aurait peur que ce lien avec la France serait le seul qui le maintiendrait vis-à-vis de l'Europe. Il y a des liens très forts qui se font avec toute une série d'organisations internationales, je pense à la Commission de l'océan Indien, et qui sont permises aussi par ce réseau. Donc je crois que l'installation de ces data centers, c'est absolument décisif, non seulement pour l'économie, mais aussi pour une certaine représentation des Réunionnais dans leur espace géographique, qui est un espace culturel et de représentation. Et c'est fou ce qu'on a entendu dans le reportage et que beaucoup découvrent sans doute aujourd'hui. C'est l'un des territoires les mieux connectés, les mieux fibrés, s'il fallait parler familièrement, les mieux fibrés de France. De quelle façon cette avancée technologique continue-t-elle à transformer la société réunionnaise ? Il faut dire que la question de la souveraineté dans n'importe quel territoire insulaire, c'est une question essentielle. En effet. La Réunion, ça fait une quarantaine d'années qu'elle réfléchit à ces questions. Il faut rendre hommage à Paul Vergès, le président du Conseil régional, qui était très sensible à la question de la souveraineté alimentaire déjà. En tout cas dans la production de viande, de porc, de poulet, etc. Dans la souveraineté énergétique aussi, qui était un enjeu. On espérait une souveraineté énergétique qui n'est pas encore arrivée, mais en tout cas le chemin sur lequel la Réunion s'est lancée. Et quand je compare aux autres départements et régions que je connais, la Réunion a pris beaucoup d'avance sur ces questions et maintenant, aujourd'hui, la souveraineté numérique est un enjeu fondamental. Donc, il y a 1000 raisons de s'en réjouir en espérant même que ça s'accélère. Allez, dernier thème, le temps passe vite. Vincent Martini, cela fera 1 an ce dimanche qu'à Mayotte, Chido venait tout ravager. Un cyclone venu braquer les projecteurs sur les défaillances du 101e département français. Mayotte, où l'État vient de lancer une campagne de recensement afin de mieux adapter les politiques publiques. Voyez cet extrait. La personne, elle était absente. Vous n'avez pas pu faire ça. Siti et Sandia font partie des 700 agents recenseurs chargés de comptabiliser l'ensemble de la population mahoraise. Depuis le 27 novembre,
Chaque quartier, chaque habitation est ainsi quadrillée. Camara, Léo, bâtiment H. Non, vous avez combien de pièces là? Une opération d'envergure qui n'avait pas été réalisée sur le territoire depuis 2017. C'est toujours la même. Ce recensement, il est exceptionnel parce qu'il est très attendu, parce que suite à Chido, une grosse polémique est apparue sur les chiffres de population réels ou fantasmés du nombre d'habitants sur l'île. Certains parlent de 400 000, 500 000, 1 million d'habitants, là où nous, aujourd'hui, on dit plutôt aux alentours de 329 000, 330 000 habitants. Du coup, on voulait rétablir l'INSEE, la vérité, et avoir une photographie à un instant zéro. Tu vas savoir si la maison... Il y a un très très fort enjeu politique autour de ce recensement puisqu'il devrait en ressortir la réalité des chiffres de la présence étrangère. Est-ce qu'il faut s'attendre à une récupération politique? Est-ce qu'il faut redouter une récupération C'est déjà le cas en réalité. C'est ce qui est étonnant avec ce recensement, qui est une question absolument passionnante, c'est que l'INSEE, service de l'État, des statisticiens qui sont quand même respectés pour leur sérieux, ont été mis en cause par certaines forces politiques qui ont nié en fait le recensement de l'INSEE dans des auditions qui ont été réalisées par le directeur général de l'INSEE à La Réunion et à Mayotte, qui était Lou Wolf jusqu'à l'année dernière, et qui a dû se justifier des méthodes en montrant, écoutez, chiffres à l'appui, voilà comment on a fonctionné, et donc les fantasmes autour de la population à Mayotte sont des fantasmes. En réalité, il y a une portion importante de la population étrangère à Mayotte, mais ces chiffres ont été évalués à leur juste mesure. Alors, si je ne m'abuse, il était question des moyens de l'INSEE seul et non des agents communaux venus appuyer les agents de l'INSEE. Voilà, je précise simplement. C'est sur la raison pour laquelle il y a polémique, pour que aussi les téléspectateurs le comprennent bien, c'est que 90% de l'immigration illégale en France, elle se situe dans 2 territoires qui sont situés outre-mer tous les deux, c'est la Guyane et c'est Mayotte. Donc évidemment, c'est un enjeu sensible et qui est tout à fait compréhensible. Donc c'est là où, à mon avis, l'INSEE fait un travail remarquable, mais on voit aussi que la question de la vérité, la discussion sur la vérité des faits, est une discussion qui malheureusement est importée aussi dans ce genre de débat, et dans une île comme Mayotte qui connaît des difficultés qu'on connaît tous et qui sont incommensurables et qui sont assez tristes pour un territoire aussi attachant que Mayotte et aussi riche de sa diversité que Mayotte, eh bien montre que là il y a tout un enjeu de rationaliser quand même, et c'est là peut-être la francisation, elle passe par aussi une rationalisation de nos rapports en termes de politique publique avec une île qui souffre aussi du fait qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires qui s'y installent pendant très longtemps. Souvent il y a des gens qui viennent pendant quelques années, qui n'ont pas le temps de faire ce lien de confiance avec la population mahoraise, de construction de consensus sur les politiques publiques qui sont absolument indispensables. Je crois que là, l'INSEE joue un rôle tout à fait salvateur et tout à fait important qu'il faut saluer. Je le rappelle, c'est ce dimanche que ça fera 1 an, ce dimanche que Chido est passé sur cet archipel. Quel regard portez-vous sur la réponse politique apportée depuis décembre 2024 à Mayotte ? Elle est insuffisante, forcément parce que l'ampleur de la catastrophe qui avait mené comme un certain nombre d'acteurs politiques nationaux à se rendre sur place, on avait regretté à l'époque que le Premier ministre ne fasse pas cette démarche, François Bayrou, il avait attendu avant de se rendre à Mayotte, a montré que Mayotte quand même était pleinement intégrée dans la communauté nationale, ce qui est un enjeu majeur pour cette île qui se sent la dernière arrivée parmi les départements régions d'outre-mer. Elle n'est Drôme que depuis le début des années 2010. Il faut se rappeler que c'est une région qui a tout construit, un état civil, un système d'éducation nationale, la sécurité sociale, et donc qui a aussi beaucoup perdu en termes d'infrastructures, dont le nombre de morts aurait pu être bien pire au regard des faiblesses d'infrastructures, et qui mérite le plein soutien de la communauté nationale. Il me semble que là, le gros enjeu, encore une fois, de Mayotte aujourd'hui, c'est un plein soutien politique, 2, surtout, il faut qu'il y ait un investissement qui n'est pas seulement un investissement financier, mais qui est un investissement de planification économique, de planification écologique et sociale, de planification culturelle et de population, à la fois pour respecter la singularité de Mayotte, parce qu'on ne va pas franciser comme on francisait il y a 50 ans. On ne va pas éradiquer les cultures locales qui sont tellement riches dans cette île, qui a la chance de parler 3 langues, le français, le shimaoré et la langue qui vient de Madagascar également, qui est parlée sur cette île, sans parler de l'arabe, qui est aussi étudié. Il faut garder cette diversité des pratiques culturelles mahoraises, tout en étant capable de l'inscrire dans sa différence dans l'ensemble français. Vincent Martini, on va terminer cette émission avec votre photo du jour, celle que vous nous avez apportée, que vous offrez aux téléspectateurs, et on va la découvrir ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit sur ce cliché ? Alors sur cette photo, on voit un lieu qui m'est très cher, qui est le lazaret de la Grande Chaloupe, qui a été créé en 1860. Qu'est-ce que c'est qu'un lazaret ? Eh bien, c'est un espace dans lequel on accueillait les travailleurs engagés qui venaient essentiellement d'Inde, mais aussi de Chine ou d'Afrique, du Mozambique notamment,
à partir de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la fin de l'esclavage. Et donc, il faut trouver des travailleurs pour construire le chemin de fer qui va avoir lieu au début du XXe siècle, mais aussi pour tout simplement travailler dans les champs de canne. Et donc, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont passer ou vont faire le tri entre les personnes malades, les personnes qui peuvent entrer sur l'île. Et c'est un peu l'Ellis Island de La Réunion. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que... la porte d'entrée de l'immigration américaine. Voilà, la porte d'entrée de l'immigration américaine, qui est un lazaret aussi, exactement comme le lazaret de la Grande Chaloupe. Et on a l'impression, on pourrait sourire en disant ça n'a rien à voir, les États-Unis c'est immense. Mais en termes de proportion de la population, il y a eu autant d'afflux d'immigrés à La Réunion entre 1860 et 1900 qu'aux États-Unis, en proportion de sa population. Donc vous êtes dans des chiffres comparables, non pas en termes de chiffres absolus, mais en termes de proportion de population. Et ça me touche énormément parce que c'est un lieu dans lequel, finalement, le Creuset réunionnais, son incroyable diversité, son syncrétisme religieux, culturel, qui, je crois, est la matrice de notre île et sa force, et là où elle est un modèle pour la mondialisation, et je crois un modèle qui devrait être cité en exemple, non seulement au niveau national, mais au niveau mondial, comme un modèle quand même de coexistence des religions, des cultures, pacifiques malgré les difficultés qui sont celles de notre île, qui est exemplaire, et le lazaret, pour moi, symbolise cela. Merci infiniment pour ce partage et pour votre éclairage, Vincent Martini. Merci à vous d'être fidèle à votre rendez-vous C'est pas si loin, émission que vous pouvez évidemment retrouver sur France.tv, également en podcast sur toutes les plateformes audio. Très belle fin de journée, très bon week-end sur France Télévisions. À lundi, même lieu, même heure.